Et aujourd'hui, nous allons parler donc des services financiers et vous donner les clés pour pouvoir moderniser euh, vos services en vous donnant les clés pour pouvoir améliorer votre expérience client. Donc tout d'abord, en fait, on va s'appuyer sur une étude que l'on a faite en Angleterre dans les services financiers pour un peu donner un peu de perspective au propos qui va suivre. Donc sur déjà des points clés qui ont été relevés et qui sont assez intéressants mais qui sont normalement connus par rapport au challenge dont doivent faire face les services financiers. Le premier, ce sont donc la partie de sécurité, donc de cybersécurité et de violation de données d'information. Donc, c'est une priorité importante. Donc, s'assurer que l'ensemble des documents et des données stockées dans vos bases de contenu sont sécurisées par personne, par département, par personne de l'externe, notamment. Ensuite, il y a un contexte évidemment de fermeture d'agences physiques pour se tourner de plus en plus vers les services digitaux, donc sur Internet, sur les smartphones. Désormais, vraiment la tendance est de s'orienter vers ce genre de services. Le poids aussi qui est croissant sur les réglementations. On peut notamment citer GDPR ou le RGPD en français pour la protection des données personnelles. Donc c'est un enjeu crucial parce que les services financiers stockent un volume assez important et donc il faut les sécuriser et avertir ses clients des données qui sont stockées. Et enfin, la concurrence grandissante des GAFA et des Big Tech. Donc, c'est les nouveaux entrants dans le marché des services financiers qui n'étaient pas initialement et qui, de par leur expérience dans l'informatique et les nouvelles technologies, tentent de révolutionner un peu ce marché. Une autre des conclusions qui ont été tirées suite à cette étude, c'est le nombre de bases documentaires ou de contenus qui existent dans les services financiers par entreprise. Donc, les symboles que vous voyez matérialisés par des documents dans des cercles, c'est le nombre moyen, donc 9, de bases de contenus qui sont présents dans les services financiers. Donc, c'est très, très important. Ça veut dire qu'un contenu est potentiellement dupliqué dans une base, dans une autre. C'est très, très compliqué. Et ça aboutit au chiffre clé que vous voyez en haut à droite, qui est 52 minutes. Donc, 52 minutes, c'est le temps moyen de perte de productivité d'une personne travaillant dans les services financiers. Donc, c'est du temps que l'on perd à rechercher un document, à le retrouver, à le fournir. Donc, ça représente 10% de productivité. C'est quelque chose qui est assez massif. Et pourquoi c'est important? Ce souci est important parce qu'on multiplie donc les sources d'informations. Les recherches, elles deviennent infructueuses parce que rechercher une information, ça peut être dans une base documentaire, N bases documentaires. Il y a aussi derrière la problématique de savoir quelle est la bonne information au bon endroit, parce que des fois, on peut avoir des différences. Ça amène aussi le problème de vision à 360, c'est-à-dire une vue complète de l'ensemble des informations liées à, à une personne. Donc, je veux retrouver les informations liées à son contrat, ses dernières demandes, l'ensemble de ses documents. Et en général, ces informations-là sont stockées dans des systèmes différents. Donc, c'est très compliqué d'avoir une vue unifiée et donc de répondre rapidement à une demande particulière. Du coup, vu qu'on part sur une architecture qui est un peu obsolète et compliqué et lourd à porter, bah, dès qu'on veut sortir quelque chose de nouveau, une nouvelle fonctionnalité, un nouveau service, eh ben, le go-to-market est beaucoup trop long. On devrait être sur des échanges de quelques mois et là, on arrive facilement sur une année pour sortir un produit qui est intéressant. Et donc ça traduit un manque d'agilité et de performance. Donc toutes ces informations, vous pourrez les retrouver dans le rapport qui est disponible en ligne sur le site de Nuxeo qui sera mis en lien sur le webinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est la conclusion qu'ils en ont sorti. Parce que finalement, le tableau est plutôt noir. On se dit, bah, c'est un environnement qui est assez difficile. Mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir? C'est ça le message de cette étude. Le message, c'est de se concentrer avant toute chose sur l'expérience client. Et pour l'expérience client, ce qui est important, c'est de proposer des nouveaux services qui sont innovants. Et pour proposer des services innovants et des nouveaux produits rapidement à ses clients,
il faut avoir des technologies capables de moderniser cette activité. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous montrer quelques aspects importants à prendre en compte pour pouvoir moderniser votre activité. Alors, comment améliorer l'expérience client? Ce qui est fondamental à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment d'améliorer le temps de réaction et la fluidité des échanges avec le client. Donc, c'est être très réactif. Je fais une demande en un seul clic de n'importe quel endroit. Donc, c'est je crée une demande de prêt. Je veux ouvrir un nouveau compte. Je veux que ça soit simple et que j'ai pas besoin d'un côté numériser des documents, les envoyer par courrier, aller me déplacer à l'agence. Tout ça, ça doit être très très fluide et très intuitif. Et surtout, j'ai pas besoin de répéter les informations que j'ai déjà fournies. Je ne veux pas redemander, rescanner par exemple ma pièce d'identité pour ouvrir un nouveau dossier alors que je suis déjà client. Ce genre de choses. Je veux pouvoir aussi connaître le statut d'avancement d'une demande. Ben, j'ai besoin d'avoir des éléments, des métriques, des informations sur n'importe quelle demande que j'effectue. Faciliter donc la gestion des pièces d'un dossier, ce que je disais au tout départ, c'est je veux mettre à jour par exemple une pièce, par exemple mon permis de conduire parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de mettre à jour mon adresse parce que j'ai déménagé, mon statut marital. Tout ça, ça doit être très très simple à faire sans avoir directement à se déplacer et à avoir un processus très lourd à porter. Et la dernière des choses, donc c'est un paradigme qui vient du monde mobile qui s'appelle Anywhere, Anything, Anytime. Excusez-moi pour l'acronyme anglais. Ça veut dire je suis capable de pouvoir accéder à mon information et d'effectuer une action de n'importe où, de n'importe quelle manière et à n'importe quel moment. C'est vraiment ça qui est fondamental. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est deux axes d'études ou de votre côté pour pouvoir moderniser votre activité. Donc, le premier, c'est l'intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose qui est maintenant rentré normalement et de manière très classique dans l'ensemble des développements informatiques et surtout dans les nouvelles réflexions de développement d'applications. Maintenant, la question n'est plus de se dire est-ce qu'on va l'utiliser ou non, la question est de se dire comment est-ce qu'on va l'utiliser. Parce qu'évidemment, il y a des avantages importants à pouvoir utiliser ces technologies. Alors, en quoi est-ce que ça peut nous aider? Donc, j'ai listé 6 items les plus connus et les plus utilisés chez nos clients. Le premier, c'est pour aider à la classification et la catégorisation des documents. Je dépose un document, j'ai pas besoin de préciser. Imaginons que c'est une pièce d'identité. J'ai pas besoin de préciser, c'est une pièce d'identité. L'intelligence artificielle va pouvoir me ressortir mon nom, mon prénom, valider que ma date de naissance est correcte par rapport aux informations déjà stockées et déjà effectuer ces pré-traitements, ce qui m'évite, moi, du coup, derrière, de devoir remplir des formulaires après saisie. Je vais pouvoir aussi améliorer tous les mécanismes de recherche pour, par exemple, me proposer des résultats qui sont pertinents. Ou alors, par exemple, je suis dans un contexte de navigation, dans un dossier de demande de prêt, imaginons, je vais pouvoir suggérer l'ensemble des documents qui pourraient être utiles pour pouvoir acheminer ma demande. Autre point intéressant, ça va être l'analyse de données, pouvoir extraire de l'information présente dans vos documents que vous n'aviez pas préalablement détectée. Il y a énormément de documents qui sont présents dans les entreprises, par exemple des PDF, pour le cas le plus simple, en fait, qui sont déposés juste avec un titre, alors qu'on pourrait très bien pouvoir regrouper, faire de l'extraction d'informations à partir de ce document, le regrouper avec d'autres, identifier des duplicats de documents. Donc, c'est ça qu'on appelle de l'analyse de données. Le smart routing, donc c'est encore un acronyme anglais, c'est de pouvoir aider à la décision, tout simplement. Je dois faire une demande de validation de mon dossier. C'est déjà l'orienter, par exemple, à la personne la plus adaptée. Alors, ça peut être par rapport au profil, ça peut être par rapport aux informations du dossier, et ça peut être, par exemple, analyser aussi les charges de travail des personnes susceptibles de valider le document pour l'orienter à la personne qui va répondre le plus rapidement possible. Donc ça, c'est du routage intelligent et de pouvoir aussi m'aider dans la décision, me dire bah, ce document ou cette demande, il y a apparemment l'ensemble des pièces est présente, l'ensemble des pièces semble correct, j'ai bien
déposer une photo de ma carte d'identité et de mon passeport, par exemple, et ce n'est pas un autre document. Donc ça va m'aider aussi à la décision. Ça aide aussi à la mise en conformité. Donc là, je vais revenir à la partie RGPD. On peut, par exemple, maintenant détecter simplement la présence de données personnelles au sein de documents. Donc comme ça, quand vous avez besoin de devoir gérer des demandes de suppression de données, pour être en respect par rapport au RGPD, l'intelligence artificielle va nous aider. Et donc aussi l'assistance sur les processus métiers que j'ai évoqué au préalable sur la partie Smart Routing. Un autre point qui est intéressant, donc ça c'est le premier point qu'on voulait vraiment présenter. Le deuxième, c'est la fédération des contenus. Donc là, on va revenir sur une des premières conclusions de l'étude, qui est de se dire, on part avec une moyenne, donc c'est vraiment bien une moyenne, de 9 bases de contenus dans les services financiers, ce qui est assez important. Donc, il est fondamental de pouvoir connecter et consolider l'ensemble de ces informations, pour pouvoir tirer de l'information et avoir une vue contextualisée. Donc, ce que l'on propose, c'est de pouvoir les connecter, que notre plateforme Nuxeo soit une sorte de hub, si vous voulez, c'est-à-dire mon point d'entrée unique sera la Nuxeo, et Nuxeo, de par ses services de fédération, va pouvoir agréger l'ensemble de ses contenus au sein de sa base. Ce qui va être très important ici, c'est qu'on ne parle pas de migration de données ou de projet informatique de migration dans Nuxeo. On parle bien juste de donner en fait les clés d'accès à ces différentes bases au travers d'un seul point unique. Donc ça, le grand bénéfice qu'il y a derrière, c'est de proposer tout de suite quelque chose qui marche immédiatement sans avoir à faire de migration, tout de suite. Et deux, d'éviter la stratégie du ping-pong, parce qu'on n'arrivera jamais à dire, bon, on va mettre une base documentaire pour dominer toutes les autres d'un seul coup. Donc la fédération de contenu permet de pouvoir simplifier et d'accéder à l'ensemble des bases documentaires. Après, évidemment, on peut passer sur un mode où on récupère les contenus et après, on peut décommissionner petit à petit l'ensemble des bases existantes. Et ça donne en fait de la flexibilité derrière d'un point de vue informatique et d'un point de vue gestion du changement. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est que je vais illustrer l'ensemble de ces propos avec deux démonstrations, donc sur la partie fédération et sur la partie intelligence artificielle. La première démonstration, ça va être vous montrer dans le secteur banque assurance, donc plus assurance, l'ouverture d'un dossier suite à un accident. Donc la vidéo va se lancer toute seule. Donc ici, on va s'imaginer, on va se mettre vraiment dans le cadre actuel. C'est vous avez un accident de voiture et dans la vraie vie, j'ai besoin de pouvoir notifier mon assurance. Et ce que j'ai sous ma main, c'est pas mon ordinateur, je suis pas chez moi, c'est un téléphone. Donc je veux pouvoir, depuis mon téléphone, pouvoir prendre une photo de mon accident et pouvoir créer mon dossier très simplement. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec une application mobile. Je veux prendre une photo et automatiquement, ça va pouvoir me la déposer et me créer le dossier comme vous pouvez le voir ici. Donc ici, ça m'a créé un email de notification, ça m'a créé mon cas. Je suis notifié en interne pour pouvoir accéder à ce document et pouvoir traiter cette demande. Donc ici, j'ai un lien, je peux me connecter, je suis côté assurance et ici, vous avez la vue 360 de mon dossier. Donc, je vois bien les informations liées à mon dossier, donc la date de réception. Je vois qu'avec les photos, j'ai pu extraire le numéro de la plaque. Je vois mes informations liées à ma politique d'assurance. Donc là encore, on regroupe les informations liées à la fédération et donc recouper des informations qui sont situées dans des bases différentes. Je suis aussi capable de proposer en une seule interface l'ensemble des documents qui sont liés à ma demande. Donc ici, je vois ma politique, je vois les photos que j'ai déposées. Et ici, on va profiter de l'extraction de données donc directement à partir des photos. Donc sachez que quand vous prenez une photo dans un endroit donné, en général, vous récupérez les informations de localisation, ce qui permet derrière de pouvoir les extraire, de proposer une contextualisation intéressante de l'endroit où a eu lieu l'accident dans ce cadre-là, avec une vue de Google Street.
Ensuite, on peut traiter cette demande. Donc, elle passe à une personne donc via des mécanismes de tâches et de workflow. On vérifie la complétude de l'ensemble du dossier. Tout a l'air bien, mais finalement, je m'aperçois qu'il manque une pièce. Donc, c'est pour ça que au sein de l'interface, on peut simplement, sans beaucoup de clics, pouvoir dire j'ai besoin d'une information, il manque le permis de conduire. Donc ici, très simplement, en un clic, j'ai pu déposer, envoyer un mail de notification à la personne pour qu'elle dépose son permis de conduire. Soit de la même manière que précédemment le permis de conduire de nouveau dans le dossier. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est capable de faire justement l'intelligence artificielle pour pouvoir récupérer les dates d'expiration, le numéro, voir si c'est une vraie carte, un vrai permis de conduire. Et on peut même rajouter en plus des tags et de faire l'extraction full text si on avait envie. Et ici, vous voyez en fait le mail qui a été envoyé pour pouvoir, qui venait avec cette pièce jointe. Donc là, elle a envoyé un message pour dire voici ma pièce jointe, donc on a vu juste avant qui est le permis de conduire. On a récupéré les informations de ce mail. Ce mail est stocké également dans le dossier et on a fait ce qu'on appelle de l'analyse de sentiment. Donc vous voyez que la tonalité de son mail était positive. Donc ça, c'est très important. Ça permet de voir très rapidement sur un tableau de bord, et on verra par la suite, les messages qui sont plutôt négatifs et les messages qui sont plutôt positifs. Donc ici, vous voyez le tableau de bord et on voit l'analyse de sentiment sur cette partie. Donc là, on trie par sentiment. Alors la volonté derrière, c'est de classer en premier les sentiments qui sont négatifs. Pourquoi? Parce que les personnes qui répondent parce qu'elles sont dans une situation de stress ou qu'elles sont mécontentes, ce sont les personnes qui sont plus susceptibles de partir et de changer d'assurance dans ce cadre-là. Donc évidemment, c'est avec ces personnes-là qu'on doit être le plus réactif et qu'on doit le plus choyer. Donc on les met en premier et on va pouvoir leur répondre. Et c'est ce qu'offre ce tableau de bord que vous voyez ici. Donc évidemment, la personne n'est pas contente dans ce tableau. Donc là, vous voyez, les messages sont en ton anglais, mais ça marche très bien en français. Et donc là, ensuite, on suit le cycle de vie de la demande. On récupère l'ensemble des documents. Ici, vous voyez, point très important, que n'importe quel document présent sur cette demande, elle est toujours contextualisée. On ne dépose pas juste un PDF, ici qui est un devis. On dépose le document avec l'information du devis, mais on récupère aussi toutes les informations qui sont liées à ce dossier, ce qui permet après, au travers des recherches, si je recherche le mot collision centrale, par exemple, je ne vais pas retomber juste sur ce document, je vais pouvoir aussi le retrouver avec l'ensemble de ses propriétés. Donc, c'est avec l'héritage de propriétés. Très important pour la partie recherche. Ensuite, on voit que le document et le dossier a été approuvé. Donc là, on arrive à la fin de son cycle et on peut appliquer les mécanismes de rétention de documents, donc pour qu'ils partent en archivage. Donc après, ici, vous les voyez, les règles qui sont définies de manière manuelle. Évidemment, dans les cas réels, tout ça, c'est automatique. Donc, vous appliquez pour votre dossier la période de rétention qui est adaptée, donc avec le nombre d'années et l'ensemble des actions qui doivent être menées une fois que cette période de rétention est terminée. Donc ici, je la conserve cette année, je notifie la personne de la fin de l'archivage et j'archive le document. Et là, on arrive en archivage et on voit bien qu'en lecture seule, je ne peux pas altérer le document. J'ai appliqué les sécurités qui étaient importantes. Je suis conforme à la réglementation. Et mon dossier est traité. Maintenant, on va prendre ce même cas, mais avec une vue différente. Donc là, on avait la vue de l'usager qui a un accident, qui veut que sa demande soit traitée, et du côté assurance, les personnes qui sont chargées de traiter ce dossier. Ce qu'on peut créer, et aussi de manière automatique via les mécanismes d'intelligence artificielle, ce sont des analyses de données, comme je l'avais évoqué, dans le cadre des demandes de remboursement parce que j'ai reçu un accident. On peut identifier les détections de fraude. Donc ici, vous voyez que automatiquement, j'ai une tâche qui a été assignée à une personne, donc qui va investiguer sur le dossier
pour se dire, c'est quand même bizarre, j'ai toujours le même genre de plainte par rapport à cette personne-là. Donc, ça serait bien de regarder si effectivement, il n'y a pas un souci. Et effectivement, ici, je clique sur mon dossier qui s'est créé encore une fois de manière automatique. Je vois que cette personne revient souvent et je vois surtout ici que sur un laps de temps très, très court, j'ai eu un grand nombre de demandes. Donc, potentiellement, j'ai un risque de fraude. Donc, l'intelligence artificielle arrive à faire ce genre de choses suivant vos logiques métiers qui sont propres. Et enfin, dernière partie qui est importante, c'est la partie de tout ce qui est métrique. Donc, c'est important de pouvoir avoir de la réactivité par rapport à ses usagers, mais c'est aussi très important de pouvoir savoir où on en est par rapport à ses délais de réponse. Donc ici, bon, je vois les informations standards de quel est les montants moyens. Je vois la répartition de mes dossiers par catégorie et surtout, ce qui va m'intéresser, ça va être la durée de traitement. Donc, on voit ici, j'ai mis en place un nouveau système. Je vois que mes durées de traitement, au fil du temps, passent de 2 mois à pratiquement 23 jours. Donc là, je suis satisfait. Je vois que j'ai été assez rapide sur mes traitements de dossiers. Donc ça, c'était la partie qui illustrait un petit peu tout, finalement, la partie d'intelligence artificielle, la partie de fédération. Donc tout ça mis en musique pour pouvoir répondre à un besoin pour les usagers, pour améliorer l'expérience client derrière. C'est vraiment ça qui est important, qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, autre chose importante, ça va être la partie fédération sur laquelle je voulais faire un petit focus un peu plus approfondi pour vous montrer concrètement comment est-ce que ça se passe. Donc ici, je vais vous présenter une vidéo qui est d'ailleurs accessible sur Nuxeo University, qui vous permet qui est notre plateforme d'apprentissage en ligne, gratuite pour tout le monde, qui vous montre justement la partie de fédération. Donc ici, on part d'un système qui possède par exemple des factures. Donc ici, j'ai un ensemble de factures. Une facture possède en général des informations propres. Ici, vous le voyez sur la droite, donc j'ai mon document et j'ai les propriétés. Et ce qui est important quand on parle de fédération, c'est pas juste je cherche à fédérer mon fichier PDF, ça c'est très très simple. Ce qui est plus important, c'est de pouvoir fédérer aussi les informations, les versions, l'historique, et tout ça le proposer de manière externalisée. Ce que vous voyez ici, c'est derrière en termes sur la partie back-end, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, on fait des mappings de type de documents pour que ça soit proposé à l'utilisateur. Donc là, vous voyez que le mapping est effectué, ce qui me permet derrière de pouvoir faire les recherches. On peut aussi, au travers de ce mécanisme de fédération, ajouter des tâches supplémentaires. Par exemple, si vous aviez des formats de données, des formats de fichiers un peu hétérogènes et que vous voulez tout récupérer, mais tout en PDF, on peut le faire en même temps via ce mécanisme de fédération. Et vous voyez que même ici, on peut rajouter un mécanisme, par exemple, d'identification des données personnelles, ce qui peut être très intéressant. Donc, en plus, on enrichit, c'est pas juste je réutilise les mêmes choses. Et enfin, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités, mais ce qui est important, c'est notamment utiliser les mécanismes de mapping des permissions entre ces différents systèmes. Et ça, ce que ça permet, c'est, là, je suis dans une interface Nuxeo, donc évidemment qui va être customisée suivant vos besoins. Ici, je navigue. Le document, en termes de stockage, n'est pas chez moi, mais par contre, j'accède bien ici. Je vois le document, je vois bien les propriétés qui sont affichées sur la droite comme s'ils étaient chez moi, mais tout ça, c'est complètement transparent pour l'utilisateur final. Lui, il s'en fiche de savoir dans quel système il se situe. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand j'effectue des recherches, je retrouve bien mon document avec l'ensemble des informations. Donc ça, c'était pour vous expliquer et que vous compreniez un petit peu mieux la partie fédération, ce que ça peut donner dans un résultat final. Et enfin, pour terminer, on voulait vous présenter un cas client donc d'une grande banque anglaise qui nous a sollicité, qui est donc un client Nuxeo. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont sollicité et pourquoi est-ce qu'ils nous ont choisi? Leur besoin primordial, c'est déjà d'améliorer l'expérience client et d'avoir surtout une expérience personnalisée aux utilisateurs. Ils avaient un autre besoin,
qui était également de pouvoir connecter et consolider les bases existantes. Et aussi de faire du GDPR. Donc, vous voyez que finalement, les conclusions qu'on avait de l'étude, on est en plein dedans et c'est pas quelque chose qui est récent. En termes de volumétrie et de contexte, on parle de 14 millions de clients actifs, donc c'est une masse qui est très très importante, autant en termes d'utilisateurs qu'en termes de documents. Donc là, 2,5 milliards de documents avec des doublons. Donc c'est vraiment pas simple de pouvoir proposer cette vision-là. Eux, qu'est-ce qui a été vraiment le facteur déclencheur de pouvoir passer sur Nuxeo, c'est de se dire, bah, je vois qu'en termes de contenu, ça grandit et même de plus en plus vite. J'ai de plus en plus d'utilisateurs, donc il faut que je sois robuste. Et surtout, j'ai besoin, pour pouvoir rester compétitif, de pouvoir avoir cette vue centralisée, casser les silos et proposer en fait une vue unique à mes utilisateurs. En résultat, donc on a migré l'ensemble de ces contenus via les mécanismes de fédération. On a utilisé aussi bien ce que vous avez vu, l'application qui nous permet de faire le mapping, que les API natives de la plateforme. Tout ça en conservant l'interface existante. En termes de roadmap, par rapport à ce qu'ils souhaitent faire, c'est intégrer de plus en plus l'intelligence artificielle pour personnaliser le contenu. Donc évidemment, ces phases amont de migration de données, de consolidation étaient un préalable pour arriver justement à proposer finalement des contenus vraiment personnalisés et pouvoir ensuite simplifier l'identification via les mécanismes de quand je dépose un nouveau document pour remplir mon dossier. Je vous remercie de votre attention. Je suis disponible pour toutes vos questions. Elise se chargera de me les communiquer.